Hey, salut tout le monde, c'est Matt. 6 ans après le lancement de la première Tracer 900 en 2015, qui s'appelait alors MT-09 Tracer, et après un restylage en milieu de carrière, la Tracer 900 disparaît en 2021 pour laisser place à la Tracer 9. Un trail toujours plus routier et sportif, entièrement repensé pour 2021, et bien entendu toujours décliné en deux versions, à savoir la Tracer 9 et la Tracer 9 GT, qui est une version suréquipée de la Tracer 9, comme on le verra juste après. J'ai eu l'occasion de tester ces deux machines dans les gorges du Verdon durant une journée complète sur un parcours d'environ 160 km, ce qui représente à peu près 3-4 heures de roulage, ce qui m'a permis déjà de me faire une bonne opinion sur cette machine et de vous retranscrire mon avis. Comme toujours avec mes essais, vous le savez, ils sont généralement très complets. De ce fait, il y a un sommaire qui est disponible dans le descriptif, là sur la petite timeline, qui vous permet comme ça d'aller à une partie qui vous intéresse spécifiquement. Sinon pour les autres, si vous souhaitez tout voir en détail, on va donc tout d'abord démarrer par le design, puis après on va aborder les caractéristiques techniques ainsi que l'équipement. On verra ensuite l'usage sur route, l'usage en off-road forcément, on va même pas y penser. Puis on abordera tout ce qui concerne les coûts d'entretien, la garantie et enfin on terminera par les coloris, les prix et les accessoires disponibles avant de conclure. Sur ce, je vous propose qu'on démarre afin que vous puissiez tout savoir sur cette moto. C'est parti! Côté design, les changements sont marquants avec une vraie scission par rapport au style de la précédente Tracer 900. Ici, on a un style qui a été avant tout retravaillé pour être plus protecteur et plus aérodynamique. C'est pour cela que l'on a désormais de larges carénages sur les côtés de la machine qui redescendent jusqu'aux 3/4 de la moto afin de mieux protéger les jambes du pilote, des écopes supérieures un peu plus imposantes pour là aussi mieux protéger le pilote. Le bloc optique est ensuite un peu plus fin pour être dans la continuité des pare-mains et l'ensemble est terminé par une bulle de bonne taille qui offre déjà une protection au vent correcte. Le point que je regrette le plus au final sur ce design, c'est plutôt la partie basse de la moto que je trouve tout de même fort vide. J'aurais bien aimé un petit ajout de carénage là sur le bas pour habiller plus la moto en style GT et surtout masquer cet imposant catalyseur ou encore les câblages et autres éléments que l'on retrouve un petit peu là sur les côtés, puisque le carénage ne descend pas si bas que cela sur la partie boucle arrière de la moto. Bien évidemment, je pense que certains accessoiristes s'en chargeront à cœur joie de proposer ce genre d'accessoires supplémentaires. Personnellement, j'aime bien ce style qui la rend plus valorisante et imposante que la précédente version, mais ça reste une histoire de goût comme toujours. Niveau finition et qualité de fabrication, il y a du mieux, mais beaucoup de choses restent identiques à la précédente version. Le châssis est particulièrement propre et bien fini grâce à son moulage d'une pièce, c'est vraiment un bel élément. Les assemblages des carénages et plastiques de la machine sont bien finis, il n'y a pas de craquement en roulant ou à la manipulation, donc on sent quand même une montée en gamme de Yamaha sur ces plans. Ce qui par contre ne change pas et aurait pu être amélioré du fait de ce choix de montée en gamme de la marque, et par exemple le masquage de certains composants ou câbles que l'on peut voir sur le côté ou l'avant de la moto qui ne sont pas toujours des plus harmonieux, l'absence de levier d'embrayage réglable, ou encore tous les plastiques et boutons des commodos qui sont identiques à la précédente Tracer 900, ainsi que le tout nouvel écran qui dénote un peu je trouve avec le reste de la moto qui fait elle plus valorisante et qualitative, mais on reviendra sur ces points plus tard dans la vidéo. Donc sur cette moto, j'ai un sentiment assez mixte parce qu'il y a vraiment des éléments où on sent qu'il y a eu un gros travail qui a été fait, par exemple dans l'allègement de la machine, pour optimiser le poids de tous les composants, pour améliorer la qualité perçue vraiment de loin. Mais dès qu'on se rapproche d'un peu trop près, là on voit qu'il y a encore du chemin à parcourir pour le constructeur japonais afin d'arriver au niveau des standards des constructeurs moto européens. Abordons maintenant les caractéristiques et les équipements sur ces deux machines et vous allez voir, il y a pas mal de nouveautés par rapport à la Tracer 900. Côté performance, on va toujours retrouver ce fameux moteur CP3, un 3 cylindres à double arbre-à-cam en tête qui est désormais 1,7 kg plus léger que sur la Tracer 900. La cylindrée vient également augmenter de 42 cm3 pour être désormais portée à 889 cm3. Côté puissance, on va retrouver 112 chevaux à 10 000 tours minute, soit 3% de puissance de plus à régime équivalent que le précédent modèle. Et côté couple, on va disposer de 93 Nm de couple à 7 000 tours minute, soit 6% de couple supplémentaire qui en plus est disponible plus bas. Forcément, avec 119 chevaux et 93 Nm de couple, vous vous doutez que cette moto ne sera pas disponible pour les permis A2, elle est donc exclusivement réservée aux permis A. Côté transmission, on retrouvera une transmission secondaire par chaîne alimentée par une boîte de vitesse à 6 rapports et un embrayage à câble. Niveau châssis, difficile de le manquer, ce fameux châssis Delta Box qui est fait donc d'un cadre diamant en aluminium coulé sous pression, qui est ainsi plus léger et rigide. J'aime vraiment beaucoup cette pièce qui apporte à la fois du style mais en plus de la performance à la moto. Et à ce châssis est accolée une boucle arrière boulonnée qui est désormais renforcée et capable de transporter jusqu'à 193 kg. Sur la partie cycle avant de la Tracer 9, on va retrouver une suspension différente selon que vous preniez la Tracer 9 ou la Tracer 9 GT, puisque la Tracer 9 est dotée d'une fourche KYB de 41 mm de diamètre qui est réglable manuellement en précharge et en amortissement grâce à un tournevis. Elle dispose de 130 mm de débattement, alors que la Tracer 9 GT sera quant à elle fournie d'une fourche électronique semi-active KYB dont je vous parlerai un peu plus en détail juste après parce qu'il y a des choses à dire dessus.
Trail routier sportif oblige, on va retrouver une jante tubeless en 17 pouces qui est d'ailleurs 700 grammes plus légère que sur le précédent modèle, donc c'est toujours intéressant pour l'agilité de la machine. Et côté pneus, on va retrouver du Bridgestone Battleaxe T32 GT qui est spécifiquement conçu pour la Tracer 9 en 120/70/17. Pour ce qui est du freinage avant, on retrouvera deux disques de 298 mm de diamètre mordus par des étriers 4 pistons Nissin à commande hydraulique et maître cylindre radial. Passons maintenant sur la partie cycle arrière, puisque là aussi il y a des différences entre la suspension de la Tracer 9 et la Tracer 9 GT. La Tracer 9 sera en effet dotée d'un amortisseur KYB réglable manuellement en précharge et en amortissement. Et la Tracer 9 GT sera quant à elle équipée d'un amortisseur électronique semi-actif Kayaba, dont je vous parlerai là aussi plus en détail lorsqu'on abordera la partie équipement. Pour la roue arrière, on sera là aussi sur une jante en 17 pouces avec donc des pneus T32 ici en 180/55 et un frein à disque de 245 mm de diamètre mordu par un étrier monopiston à commande hydraulique. L'ensemble de cette partie cycle offre ainsi un débattement de 130 mm à l'avant et 137 mm à l'arrière, donc on est vraiment définitivement sur un trail pensé exclusivement pour la route et non pour les chemins. La hauteur de selle est de 810 mm lorsqu'elle est réglée en position basse et peut monter à 825 mm en position haute grâce à un ajustement sans outil. Le poids à sec sera de 193,5 kg pour la Tracer 9 et 200,5 kg pour la GT. Et si vous remplissez complètement le réservoir d'essence de 18 de la moto, vous arrivez donc à un poids tout plein fait de 213 kg pour la Tracer 9, soit 1 kg plus léger que la précédente génération, et 230 kg pour la GT en incluant les valises. Niveau équipement, les deux modèles de Tracer 9 s'enrichissent de pas mal de nouveautés, ce qui les rend plus complètes que les anciennes 900, et bien évidemment, on retrouvera certains équipements que l'on connaissait déjà des générations précédentes. Ainsi, sur le modèle de base, à savoir la Tracer 9, on retrouve une bulle réglable manuellement à une main sur 10 niveaux qui permet de faire varier la bulle sur 5 cm de hauteur, des platines repose-pied et un guidon ajustable en hauteur pour optimiser l'ergonomie, des pare-mains qui font comme d'habitude plutôt office de pare-vent vu leur solidité car ils sont tout en plastique, une béquille centrale, un éclairage intégral à LED, que ce soit pour le feu de croisement qui est le lenticulaire de gauche, le feu de route qui est le lenticulaire de droite, les feux de position qui sont les petites lignes en forme de C sur la partie supérieure de la moto. D'ailleurs, petite anecdote, la partie supérieure du bloc optique que l'on pourrait penser être le feu de croisement et le feu de position sont en fait des feux qui s'allument dans les virages spécifiquement pour la Tracer 9 GT. Par conséquent, sur la Tracer 9, ces blocs optiques à cet endroit-là sont complètement vides et sont noirs. Ils ne sont donc là que pour la décoration. Le tableau de bord lui aussi change complètement et est désormais constitué de deux écrans TFT de 3,5 pouces et la marque a souhaité faire deux écrans séparés afin de bien séparer la typologie d'informations. On a donc sur l'écran de gauche les informations importantes, à savoir la vitesse, le régime, le rapport engagé, la température, le mode de conduite, le type de traction control ainsi que deux petites informations qui sont personnalisables grâce au bouton sur le guidon. Et enfin sur l'écran droit on a ce qu'ils appellent les données non critiques, donc c'est-à-dire toutes les informations périphériques telles que la distance, la température moteur, les trip 1, les trip 2, bref toutes ces informations additionnelles. Vous avez ainsi 4 petits rectangles que vous pouvez entièrement customiser pour vraiment afficher exactement ce qui vous intéresse. Et tout ça se configure grâce à la molette située sur le commodo droit. Il y a donc pas mal de paramétrages possibles dans une interface que je trouve quand même assez vieillotte au final pour un produit de 2021. Je suis désolé mais ça me fait quand même pas mal penser au menu de la PlayStation 1 que j'ai connu il y a plus de 20 ans. Et également pour ce qui est de la configuration, ça demandera aussi un petit peu de gymnastique intellectuelle puisqu'il n'y a pas de nom explicite pour les modes de conduite, les modes de traction control ou d'ABS. Cela passe par des chiffres qui vont de 1 à 4 avec à chaque fois le 1 qui est soit le moins intrusif ou le plus costaud en termes de performance. Donc par exemple le mode 1 c'est le plus puissant pour l'accélération, jusqu'à 3 ou 4 qui sont dans ce cas-là les modes les plus intrusifs pour tout ce qui est ABS, traction control, ce genre de choses. Ou sur les modes de conduite, ça veut dire que l'accélération est moins réactive pour justement que ce soit plus confort et plus facile à gérer la moto, comme par exemple sous la pluie avec le niveau 4. On retrouve donc tout le package électronique qui avait été développé pour la Yamaha R1M, la grosse sportive du constructeur japonais, avec une centrale inertielle 6 axes qui s'occupe de gérer tous les paramètres sur la moto, et c'est ce qui permet de retrouver ainsi toute l'électronique que l'on a dans une moto haut de gamme. Le régulateur de vitesse est également présent de série dès le premier modèle. Le modèle de série n'a pas les poignées chauffantes, n'a pas la selle chauffante ni le shifter, mais quand même ce qui est intéressant de savoir c'est qu'elle est prééquipée pour pouvoir les avoir. Donc de ce fait, si vous souhaitez les acheter par la suite, tout le câblage est déjà monté dans la moto. Enfin, concernant le rangement sous la selle, il n'est pas très grand et permettra de ranger un U de petite taille. Concernant désormais l'équipement de la Tracer 9 en version GT, là ça vient s'étoffer beaucoup plus afin de venir titiller les motos les plus haut de gamme du marché, avec notamment des phares à LED à éclairage adaptatif. La luminosité est alors automatiquement augmentée à mesure que l'angle d'inclinaison de la moto augmente, ce qui donne un champ de vision plus clair lorsque vous pilotez la nuit. Rien de nouveau sur ce pan, on a déjà vu ça sur plein d'autres motos. On retrouve également une suspension électronique semi-active KYB qui se caractérise avec cette fourche dorée spécifique par rapport à la fourche noire de la Tracer 9.
Elle est pilotée en temps réel par l'ordinateur de la moto qui connaît à peu près tout sur ce qui se passe sur l'inclinaison, le freinage, le contrôle de traction et la réaction moteur. Donc là-dessus, rien de nouveau par rapport à ce que l'on connaît chez d'autres constructeurs. Mais tout de même, le truc qui m'a surpris en fait sur cette suspension électronique semi-active, c'est le fait qu'elle ne gère que des réglages d'amortissement instantané. Et par conséquent, la précharge n'est pas gérée électroniquement par la moto, c'est à vous manuellement de venir l'ajuster directement sur la fourche et l'amortisseur. Et ça, j'avoue que ça m'a un peu surpris parce que résultat, dès que vous êtes à deux sur la moto ou tout seul ou à deux avec les valises, vous devez à chaque fois modifier manuellement avec la molette à l'arrière et avec donc les petits réglages sur la fourche, la précharge pour qu'elle soit adaptée en fonction des conditions de roulage. Et ça pour le coup, pour moi c'est un petit regret parce que généralement c'est souvent ça qui pêche au niveau des utilisateurs, c'est quelle précharge mettre en fonction du poids pour pas avoir à tout le temps modifier. Sur la plupart des autres motos, vous avez simplement à choisir dans les réglages de la machine pour dire je suis tout seul, deux avec les valises et la moto s'occupe d'ajuster la précharge toute seule. La Yamaha fait le choix de ne pas proposer ça et je trouve ça quand même un peu dommage. Sinon, niveau mode de suspension, elle propose deux modes, à savoir un mode sport et un mode confort. Bref, voilà pour la partie suspension semi-active, mais je voulais prendre un petit peu de temps pour vous expliquer ça parce qu'elle est assez particulière au final par rapport à des modèles qu'on peut connaître chez d'autres constructeurs. Si on continue la liste des équipements fournis de série sur cette version GT, on retrouvera également des valises latérales rigides qui sont fournies avec des panneaux de couleurs qui sont assortis aux couleurs de la moto. Chaque valise est capable d'ailleurs d'accueillir un casque intégral, donc un casque intégral sans casquette. Tout ce qui est casque aventure, ça ne passera pas, j'ai testé, ça ne rentre pas. Mais elles ont un volume de 30 litres et vraiment un casque touring classique, ça rentrera sans problème dedans. Autre point que l'on a déjà vu chez d'autres constructeurs, le système de fixation est flottant, ce qui permet justement aux valises de limiter les vibrations et les poussées latérales dans les virages pour plus de stabilité. Enfin, derniers équipements supplémentaires sympathiques fournis de base sur cette version GT, on retrouvera un shifter qui permettra de monter et descendre les rapports à partir de 2200 tours minute, des poignées chauffantes réglables sur 10 niveaux, là aussi pour le coup j'ai pas compris le concept de mettre 10 niveaux de réglage, je pense que 3-4 c'était déjà très bien. Une selle qui est fabriquée avec des matériaux plus haut de gamme en finition extérieure et des surpiqûres. Un pré-câblage dans la moto permettant d'installer une selle chauffante vendue en accessoire additionnel. Et enfin, un coloris et une finition spécifique avec ce coloris Yamaha Icon Performance qui est exclusif au modèle GT. Donc vous l'aurez compris, niveau équipement c'est déjà bien complet, surtout sur la version GT. Mon plus gros regret au final, c'est l'absence de réglage de la précharge selon le poids sur la suspension électronique de la GT. Et surtout qu'il n'y a pas de porte-paquet sur la machine de série sur aucune des deux versions. Et ça m'a assez surpris pour un modèle qui justement est plutôt typé routier. Et donc ça vous oblige à prendre une option supplémentaire pour juste pouvoir monter un sac à dos et rouler avec un passager. Sinon vous pouvez monter un sac mais vous vous retrouvez sans selle passager arrière. Donc c'est un peu dommage je trouve pour une moto s'annonçant comme étant une GT. Parlons maintenant de l'usage sur route et ce qui m'a marqué le plus, c'est pas le moteur, non, c'est plutôt l'agilité et le comportement routier très sain, rassurant et stable de cette Tracer 9. Franchement, ça vous met vraiment en confiance et on est très vite à l'aise à la manipuler dans les courbes, surtout là dans ces petits virages des gorges du Verdon. Elle était vraiment très agréable, je me suis très vite senti en confiance. J'avais testé rapidement l'ancienne version de cette Tracer dans le nord de la France et je sais qu'il y avait quand même pas mal de reproches sur la partie châssis et comportement routier, mais là vraiment ils ont fait une belle évolution et à aucun moment je ne me suis senti en défaut ou en inconfort niveau châssis avec cette machine. Donc le travail complet qui a été fait sur les suspensions, la refonte du cadre, les masses abaissées de 3 cm avec ce moteur qui est déplacé légèrement pour optimiser l'équilibre et le centre de gravité, le bras oscillant qui est quand même 6 cm plus long que sur la précédente génération pour plus de stabilité, et bien vraiment tout ça mis bout à bout, ça marche et ça y est sûrement pour quelque chose. Au passage d'ailleurs, une mention spéciale à la GT et sa suspension électronique semi-active qui est vraiment très agréable je trouve en mode confort pour enquiller les routes en toute quiétude. J'ai trouvé vraiment que sur la Tracer 9, la suspension était plutôt réglée typée sport, donc un peu plus ferme. Après, forcément, j'ai pas pu faire des modifications sur place vu qu'il fallait un tournevis. Et sur la Tracer 9 GT, là vraiment le mode confort m'a complètement séduit, j'étais vraiment bien, ça correspondait plus à mon style, avec quelque chose qui venait bien absorber les trous et les bosses sur la route, dans une certaine limite bien évidemment. Et dès que vous avez envie d'attaquer un peu plus fort et d'avoir quelque chose d'un peu plus rigide sur la route, vous mettez le mode sport et là vraiment vous sentez la différence. La moto se durcit au global et vous pouvez attaquer plus fort sans que ça vienne pomper au niveau de la suspension, que ce soit à l'avant ou à l'arrière. Et si vous suivez depuis longtemps la chaîne, vous le savez, je suis souvent perturbé par les routes de 17 pouces sur les trails routiers qui ne sont pas en 19 pouces. Mais là pour le coup, ça m'a pas gêné du tout et tout m'a semblé naturel dans la conduite. Après, le deuxième truc qui vous marque, mais ça c'est connu sur cette moto, c'est le CP3, c'est le moteur qui a aussi été bien retravaillé. Et vraiment, la nouvelle sonorité moteur, j'ai beaucoup apprécié parce qu'elle est très chantante grâce à cette double sortie d'échappement qui se trouve vraiment pile sous la moto. Je vous laisse écouter ça.
la sonorité est vraiment dans le pur caractère des 3 cylindres, très sifflant. Donc comme d'habitude, il y a des gens qui vont aimer, d'autres qui vont pas du tout aimer. Mais on sent vraiment qu'ils ont essayé de travailler cette partie sifflante du 3 cylindres. Franchement, pour une moto qui est passée en Euro 5, une fois encore, il y a eu un beau boulot fait de la part du constructeur. Côté 0 à 100, j'ai pas pu tester de 0 à 100 spécifiquement sur la machine, mais vu les performances, il y a vraiment largement de quoi avoir tout ce qu'il faut au niveau reprise. Et en parlant de reprise, j'ai trouvé que la puissance était vraiment très gérable sur cette machine. J'ai pas du tout trouvé que c'était une machine démoniaque qui faisait des wheelings à chaque fois que vous commenciez à tirer sur la poignée. Ils ont d'ailleurs rallongé le premier et le second rapport sur cette Tracer 9 par rapport à la Tracer 900 afin de la rendre moins agressive. C'est vraiment une moto qui est pensée soit pour un usage plutôt typé voyage touring, quand vous utilisez les modes 2, 3, le mode 4 vraiment on se traîne, c'est le mode plutôt utilisé pour la pluie. Et quand vous avez vraiment envie de rouler en mode sport, un petit peu énervé, où vous débranchez un peu le cerveau, là vous avez le mode 1 où la moto est ultra réactive. Et là par contre en effet on peut avoir une moto qui ressemble un peu à l'esprit de la MT-09. Mais une fois encore, je trouve que l'esprit de cette moto et le caractère moteur a été vraiment travaillé pour que ce soit agréable en mode tranquille, que justement on n'ait pas l'impression d'avoir une moto qui est fatigante dans le sens où elle vous donne tout le temps envie d'accélérer et d'aller plus loin que vos limites. Et au final, je pourrais vraiment la recommander en moto adaptée en sortie de permis A2, surtout avec les 4 modes moteurs qui permettent vraiment de passer d'une moto très, voire trop sage avec le mode 4, jusqu'à une moto vraiment bien sportive en mode 1, sportive toute proportion gardée pour une Sport GT. Sinon, niveau comportement et réactivité moteur, on retrouve vraiment l'essence même du 3 cylindres, à savoir quelque chose d'extrêmement souple. On peut vraiment reprendre jusqu'à 50 km/h en 6e à 1500-2000 tours minute. Elle va pas broncher ou cogner, ça lui posera pas spécialement de soucis grâce à cette allonge qui est vraiment très agréable. On peut rouler tranquillement à bas régime sous les 4000-5000 tours en mode cruising sans aucun problème. Et dès que vous commencez à dépasser les 4000-5000 tours, là, elle commence à s'énerver et on sent qu'il y a de la rage qui commence à monter et on sent la puissance là qui commence à arriver. C'est assez enivrant. Donc, il faut quand même faire gaffe à son permis parce que là, il y a encore une fois largement de quoi se faire sauter le permis si on surveille pas son compteur. Et dès que vous commencez à passer les 6000-7000 tours minute, là, il y a des petites vibrations qui commencent à arriver au niveau du guidon, au niveau de la moto pour vraiment vous rappeler que vous êtes dans les zones un peu plus énervées de la machine. Et ça, c'est le genre de moment où on ira chercher la moto dans les arsouilles, on a envie de se faire plaisir un petit peu, mais c'est pas dans ces zones-là où on ira rouler en permanence. Donc j'ai passé un très bon moment avec ce moteur qui est extrêmement agréable et très plaisant, que ce soit pour un usage du quotidien, pour aller travailler, il n'est pas spécialement fatigant. Pour les voyages, il a largement d'allonge et de couple pour pouvoir supporter un gros trajet sans que ce soit non plus difficile pour la machine. Ou pour les arsouilles avec justement son mode moteur plus puissant qui lui permettra sûrement de bien tenir le rythme face à des motos de type roadster ou sportive. Et pour freiner les ardeurs de ces performances moteurs, on a un freinage qui tient très bien à la route, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. On a un bon toucher, un bon feeling, une belle progressivité, mais quand même la progressivité est rapide, on n'a pas besoin non plus d'écraser le frein pour que ça freine vraiment fort, donc c'est vraiment bien calibré pour la route. Pareil pour le frein arrière, dès qu'on commence à appuyer, on sent que ça freine, ça redresse la moto si on appuie même un peu trop fort. Donc le frein arrière n'est pas là non plus pour la décoration. Pour le point boîte de vitesse et shifter, là aussi j'ai trouvé que la boîte de vitesse était très douce. L'embrayage permet de bien passer les rapports de manière confort. Mais c'est vrai sur la Tracer 9 GT qui a son shifter, c'est quand même très plaisant d'avoir cette montée de rapport. En plus, on sent qu'ils ont travaillé le passage du rapport avec le shifter, avec un passage qui est très doux, une sonorité très spécifique. Pareil pour la descente des rapports, ça se fait aussi très naturellement. Et c'est pas plus mal je trouve parce que ça correspond plus à la philosophie GT que l'on recherche sur ce genre de machine. Côté suspension, après avoir testé les deux sur la journée, j'ai vraiment senti un écart de qualité entre les deux modèles. La Tracer 9 normale sera plus typée rigoureuse en mode un peu plus sportif et la version GT, elle sera plus polyvalente avec son mode confort et son mode sport. Bien évidemment, si la route est vraiment trop défoncée, alors on va atteindre les limites de la suspension, même en mode confort, et là ça va un peu talonner, ce sera pas super agréable. Donc voilà, ça reste quand même une suspension de routière, il faut pas l'oublier. La position de conduite reste tout de même assez hybride sur cette nouvelle version. Elle est un peu plus détendue je trouve que sur la Tracer 900, mais on reste quand même avec les jambes un peu recroquevillées comme vous pouvez le voir à l'écran. C'est pas non plus inconfortable au possible, mais c'est vrai que par rapport à d'autres modèles de motos plus typés routiers, on aura les jambes un peu plus justement allongées. On sent à ce moment-là qu'elle souhaite tout de même conserver ses gènes Sportivo GT. Le seul point qui m'a vraiment le plus gêné au final sur cette partie confort, sur cette Tracer, que ce soit la Tracer 9 ou la Tracer 9 GT, c'est le confort de la selle. Vraiment, j'ai trouvé que sur la selle, ils auraient pu faire un peu mieux en proposant plus d'épaisseur, plus de confort, parce que là, au bout de 45 minutes de route, j'ai mal aux fesses, j'avais besoin de me lever parce que voilà, il manque quelque chose. Et vraiment, si j'avais une Tracer 9, le premier truc que je ferais, ce serait de passer chez un sellier pour me faire une selle confort, ou d'acheter la selle confort en option qui est disponible dans le catalogue de chez Yamaha, parce que pour moi, là, cette selle n'est pas cohérente dans le cadre d'un usage routier où on va rouler beaucoup de bornes, elle n'est pas assez confortable pour cet usage.
Le reste vraiment est très cohérent dans le sens où on a une bonne protection au vent des jambes. Vraiment là, le carénage sur les côtés protège vraiment bien. Il n'y a que les pieds qui sont un peu exposés. Pareil pour la partie pilote, moi je fais 1m82 et le vent en fait avec la bulle haute passe juste au-dessus de mon casque, donc j'ai pas spécialement de turbulence et on est quand même bien protégé. On a tout de même les épaules qui prennent un petit peu au niveau du vent, donc là aussi le catalogue d'accessoires peut être intéressant pour prendre la bulle large. Elle est moins esthétique hein, clairement que la bulle d'origine, mais elle protégera aussi beaucoup mieux le pilote sur les épaules parce que ça c'est un petit peu l'élément qui pêche niveau protection. J'avais constaté le même souci hein, sur la Tiger 900, donc j'ai l'impression que maintenant les constructeurs essayent de faire quelque chose de plus esthétique au détriment de la protection au vent pilote. Bref, c'est un hybride qui est assez convaincant. Il manque juste vraiment, je vous le dis, une petite selle confort. Et là, c'est parti pour enquiller un max de bornes. Dans la continuité des points qui auraient pu être améliorés sur cette machine, c'est ce double écran 3,5 pouces TFT là qui est pas au final hyper lisible quand on est sous un grand soleil. Il n'y a pas de mode jour, c'est-à-dire que c'est en permanence sombre avec les écritures blanches. Donc c'est très joli, ça marche bien quand on est à l'ombre ou quand on roule de nuit. Mais dès que vous roulez avec le soleil en plein dedans, que ça tape vraiment fort, on a des fois du mal à lire sa vitesse ou des informations sur la moto. Et c'est dommage parce qu'ils auraient tout à fait pu intégrer un capteur qui vient détecter s'il fait jour ou il fait nuit, comme on a chez d'autres constructeurs, pour proposer de jour un fond blanc avec les écritures noires et de nuit un fond noir avec les écritures blanches, ou laisser le choix à l'utilisateur. Bref, faire quelque chose d'un peu plus libre là-dessus. Pareil, pour certaines informations, elles sont écrites quand même relativement petites, donc de ce fait, si vous n'avez pas 9 sur 10 ou 10 sur 10 sur vos tests oculaires, vous risquez des fois d'avoir un petit peu de mal à lire certaines informations sans rapprocher un petit peu les yeux du tableau de bord. Encore une fois, tout ça, ce sont des petits détails, mais je pense que quand même, il faut les signaler. Et en parlant de l'usage de nuit, justement, j'ai réussi à obtenir la moto pour la tester un petit peu de nuit. À première vue, c'est pas un truc que les journalistes aiment faire, mais moi j'ai demandé pour choper la moto, pour aller faire un petit tour avec, pour voir ce que donnait l'éclairage. Eh bien, c'est convaincant. Que ce soit le feu de croisement ou le feu de route, ça offre déjà un bon champ de vision grâce à l'éclairage LED de série. Pareil pour l'éclairage dans les virages. J'ai malheureusement pas pu rouler très loin, donc j'ai juste pu faire des ronds-points autour de l'hôtel pour voir un petit peu ce que donnait l'éclairage dans les virages. Et à première vue, il a l'air aussi efficace que les éclairages dans les virages que l'on retrouve chez d'autres constructeurs. Je pense qu'il faudra que les gens s'habituent par contre à ce système de lenticulaire avec donc un feu qui fait le croisement, un feu qui fait le feu de route sur la partie basse de la moto et que la partie haute de la machine au final ce soit les éclairages adaptatifs en virage spécifiques à la Tracer 9 GT. Pour ce qui est des petits points ou remarques spécifiques au niveau des usages selon les environnements, alors en ville j'ai trouvé que le moteur était agréable quand on l'utilisait en mode 2 ou 3, j'ai préféré d'ailleurs le mode 3 en ville. Le mode 1 qui est vraiment le plus puissant est vraiment pas agréable, ça cogne, ça vibre, on sent que là il est en mode énervé pour s'utiliser en départemental. Mais une fois qu'on a basculé en mode 3, elle est pas trop bruyante sous les 5000 tours, donc ça permet de pas gêner tout le monde ou de faire plein de bruit dans la rue quand on passe. L'embrayage est très doux, donc c'est pas fatigant à la main quand on manipule pour s'arrêter et redémarrer à chaque fois avec les feux. On a roulé pendant un moment, pendant 15-20 minutes en ville et j'ai pas spécialement remarqué une grosse chaleur au niveau du moteur, j'avais pas chaud aux jambes à cause de la moto, donc là aussi tout ce qui est refroidissement de la machine c'est bien géré. J'ai pas non plus eu le ventilateur qui s'est déclenché au bout de quelques minutes parce que la moto surchauffait. L'équilibre et le rayon de braquage de la moto sont bons. On arrive à faire demi-tour dans une 2x1 voie sans devoir faire des manœuvres. La moto reste bien aussi dans son axe et on n'a pas spécialement de perte d'équilibre quand on commence à la manipuler à basse vitesse. Poser les pieds à terre ou manœuvrer la moto à l'arrêt ne m'a pas non plus posé de problème. Comme je vous l'ai dit juste avant, je fais 1m82 et je suis déjà les jambes bien pliées. De ce fait, quelqu'un qui fait 1m70 devrait aussi réussir à bien poser les pieds au feu rouge ou à l'arrêt. La moto est plutôt accessible avec sa selle fine malgré ses 81 cm de hauteur de selle et le poids est plutôt pas assez bas, donc on n'est pas emporté par la moto quand on commence à ralentir. Pareil, quand on descend de la machine et qu'on commence à devoir la manœuvrer en la poussant avec ses mains, eh bien ça ne m'a pas posé de soucis, j'ai su la pousser, la reculer sans difficulté particulière. Bien entendu, je ne l'ai pas poussée dans une grosse montée ou une grosse pente, comme d'habitude, mais pour faire des manœuvres classiques sur des surfaces planes, elle se gère assez aisément. Vous êtes nombreux à souvent me demander que vaut une machine en duo. Et justement j'ai eu l'occasion de pouvoir demander donc à Paul de la chaîne YouTube Hit the Road et Hello qui étaient à l'arrière en passagère leur avis justement sur l'usage en duo pour justement savoir un peu ce qu'ils en pensaient. Et donc qu'est-ce que vous en avez pensé au niveau confort, réactivité de la machine Écoute, moi j'ai trouvé qu'on sentait pas le poids mort, le sac de sable entre guillemets. Non, j'ai trouvé que le moteur était suffisamment punchy, péchu pour justement pas sentir le poids et aller quand même chercher des bonnes sensations, même en duo. Elle te gênait ou pas au niveau place, position des jambes et tout? Non, du tout. Après, Hello, en termes d'équilibre, elle n'aime pas quand je déhanche. Du coup, je reste bien en ligne, ce qui est forcément limite un peu l'angle que tu peux donner à la moto. Mais il y a quand même moyen de se faire plaisir, même sans déhancher, quoi. Et sinon, moi j'ai trouvé ça assez confortable, sécurisant.
peut-être une selle un peu dure. Ouais. Je sais pas ce que t'en penses. Je crois que t'as eu le même ressenti. Ouais, moi aussi, pareil. J'ai trouvé que j'avais un peu mal aux fesses là, au bout d'une heure de route. Et justement, la selle du passager avait l'air plus épaisse, justement. Qu'est-ce que ça donnait? Oui, moi j'ai trouvé très confortable, en tout cas pour la durée de cette journée. Dans les virages, j'ai trouvé que c'était très fluide. On sentait que la moto est assez légère. Donc, une conduite, un pilotage exceptionnel. Pilotage exceptionnel, évidemment. T'avais le top case aussi avec le dosseret. J'avais le top case, très agréable. Un point de comparaison, parce que d'habitude nous on roule en 1250 GS. Ouais. Qu'est-ce que t'en as pensé en termes de confort? En termes de confort, j'avais peur de sentir vraiment la différence. Et là, la première chose qui m'a marqué, c'est vraiment de sentir la différence de poids. Tout de suite, j'ai senti que j'étais sur une moto beaucoup plus légère. Même en passager, tu as senti une différence? Oui, mais sur des routes comme celle-ci, en virage, c'était en fait assez agréable. Quand on penchait un peu, c'était... Un peu, mais pas trop. Un peu, mais je me sentais quand même en sécurité. D'accord. Et toi, au niveau des repose-pieds, ça va? T'étais bien? Ça va. La position des jambes aussi? Oui, la position des jambes, pour mettre mes mains, ça allait. Ouais, c'est ça que je me suis dit. Je me suis levé, tu vois. Donc là, le guidon était standard. Je me suis levé quand j'étais seul. Et en fait, en gros, étrangement, j'étais bien en position debout. Les repose-pieds sont assez bas, tu vois. Ouais. Et effectivement, quand je donnais un peu d'angle, j'ai senti que rapidement ça pouvait venir à frotter. D'accord. Donc je pense qu'ils sont positionnés naturellement bas, ce qui donne une position super agréable au niveau des jambes, quoi. Mais bon, ouais, ça c'est bien justement d'avoir aussi un ressenti un peu différent, parce que clairement, on est tous différents au niveau du ressenti sur les machines, donc c'est pour ça que c'est toujours important d'aller tester pour savoir ce qu'on en pense. Bon bah écoutez, super, merci beaucoup en tout cas pour votre ressenti, et puis n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, je vous la mets en descriptif si vous ne connaissez pas déjà, parce qu'elle est déjà bien connue. C'est cool, abonnez-vous à sa chaîne. Hein. Qu'attendez-vous? Vous qui regardez cette vidéo sans vous être abonné. Attention, je vais venir vous chercher. Voyons très brièvement la notion de l'usage en off-road, et avec ces jantes 17 pouces, ce catalyseur ultra exposé et l'absence complète de protection, plus cette garde au sol très basse de 13 cm, vous vous en doutez, le off-road c'est mort, vous oubliez avec cette machine, elle n'est absolument pas prévue pour ça. Bien évidemment, si vous prenez un petit chemin de gravillon ou un petit morceau d'herbe pour accéder à un endroit pour pique-niquer, ça ira très bien, mais ne commencez pas à vouloir envisager à faire du vrai tout-terrain avec cette machine. Elle n'est pas du tout pensée pour ça, ça reste avant tout un trail routier sportif. Niveau consommation et autonomie, Yamaha annonce une consommation de 5 litres au 100 avec une autonomie à peu près de 350 km. De mon côté, sur un usage donc vraiment plutôt typé départemental, j'ai pas fait beaucoup d'autoroute. J'étais dans les 5 litres, j'étais même à un petit peu moins quand je roulais en mode cool, et j'étais plutôt dans les 5 litres 5 quand on commençait à rouler un peu énervé. Donc je pense que oui, en effet, sur autoroute ou sur un mode voyage, on a vraiment moyen de taper les 350 km, 300 km avant que la réserve s'allume et 350 km si vous allez vraiment jusqu'au bout du plat. En ce qui concerne les coûts d'entretien et les garanties, il faut savoir qu'on est donc sur une révision pour la toute première à 1000 km, puis après on est sur des révisions tous les 10 000 km et un an. Et au niveau des tarifs, comme vous pouvez le voir sur les tableaux, on est sur la moyenne du marché en termes de prix. Pour ce qui est des garanties, on est sur une garantie classique de 2 ans. Dernière partie à aborder avant de conclure, ce sont les prix de cette Tracer 9 GT ainsi que des packs d'accessoires. La Tracer 9 est proposée à 11 499 € dans 2 coloris, le coloris Tech Camo et Redline, donc c'est un espèce de vert kaki et du rouge. Et enfin, la Tracer 9 GT est quant à elle proposée au prix public de 13 990 € dans 3 coloris différents, le Tech Camo et le Redline comme la Tracer 9 et le coloris exclusif Icon Performance. À cela, vous pouvez bien évidemment rajouter des accessoires, donc il y a un catalogue assez complet chez Yamaha, mais il propose quand même des packs d'accessoires complets en fonction de ce que vous voulez, avec donc 3 packs qui sont proposés pour la Tracer 9 et 2 packs proposés sur la Tracer 9 GT, avec des prix qui oscillent entre 600 et 3360 € sur les packs d'options pour la Tracer 9 standard, et 730 et 2250 € sur les packs d'options de la Tracer 9 GT. Donc parmi toutes ces options, pour moi il y en a 2 d'indispensables, c'est la selle confort et la bulle haute qui d'ailleurs je trouve auraient dû être 2 séries, notamment sur la version GT, afin que cette moto puisse assumer pleinement son côté GT. En conclusion, ces nouvelles Tracer 9 et Tracer 9 GT sont vraiment d'excellents trails routiers sportifs. J'insiste sur ce terme routier sportif parce qu'on est vraiment dans la philosophie sport touring et pour le coup, Yamaha vient encore plus enfoncer le clou avec cette 3e génération. On ressent que les 2 motos sont plus raffinées que précédemment, ils sont allés plus loin dans les détails, dans la finition et ça fait plaisir parce que justement elles sont plus valorisantes que les générations précédentes. Elles gardent une réelle polyvalence qui leur permet à la fois d'être des bonnes routières, notamment sur les bas régimes où elles sont très confortables et très agréables à conduire, mais aussi d'être des machines fun et dynamiques dès que vous commencez à les taper un peu plus haut dans les tours. Donc c'est vraiment une double personnalité qui est très sympa parce que vous avez comme ça une moto qui peut être très agréable au quotidien, mais qui peut aussi être très fun quand vous voulez rouler un peu plus violemment le week-end.
Chaque modèle propose une personnalité cohérente avec sa dénomination commerciale, à savoir que la Tracer 9 standard a un côté plutôt typé sport que GT, avec sa suspension qui est non électronique, le fait qu'il y a moins d'équipement, ce qui la rend plus légère et plus agile. Et de l'autre côté, la GT qui est vraiment dans son esprit GT, avec sa suspension électronique, ses valises de série et ses équipements supplémentaires de confort. Personnellement, j'ai une grosse préférence pour la version GT qui correspond beaucoup plus à ma philosophie de conduite. Est-ce que pour autant j'irai échanger mon Tiger 900 Rally Pro contre cette Tracer 9 GT? Bah non, parce que vous le savez, je fais pas mal de tout-terrain et clairement ce type de machine, c'est pas du tout adapté pour moi. Mais pour le coup, si je faisais que de la route, bah clairement celle-ci rentrerait dans ma liste des favorites parce que en termes de rapport prix-équipement, elle est quand même assez imbattable, on va le dire, hein, sur le marché. Forcément, il y a des petits trucs qui sont un peu en retrait par rapport à des modèles plus chers, mais c'est ce qui fait aussi qu'elle est un peu moins chère. Voilà, c'est tout ce que j'avais donc à vous partager sur cet essai des Tracer 9 et Tracer 9 GT. J'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle a répondu à toutes vos questions sur cette machine. Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Et si vous découvrez ma chaîne pour la première fois par le biais de cette vidéo, bienvenue et surtout n'hésitez pas à vous abonner grâce au bouton que je vous mets juste ici sur l'écran. Merci à tous d'avoir regardé et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!